Qui a dit que le taux de Brix était la seule caractéristique à surveiller pour déterminer la date optimale de récolte de vos raisins? Donc, nous allons avoir la réponse à cette question durant les prochaines minutes, durant la prochaine heure. Donc, le CRAAC et AEF Global sont heureux de vous inviter à ce webinaire gratuit, donc afin de vous donner davantage de formation sur le sujet. Donc, pour en savoir davantage sur AEF Global, vous avez le lien web. Je vais utiliser mon pointeur ici. Qui offre des biopesticides afin d'aider les producteurs cherchant des solutions à faible impact environnemental. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous pour faciliter d'offrir ce webinaire gratuitement ce midi. Le CRAAC, le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, c'est une organisation qui vous permet d'en savoir plus sur le secteur de la vigne. Donc, le CRAAC s'est doté d'un slogan « Cultiver l'expertise, diffuser le savoir » afin de démontrer son rôle de diffuseur dans le secteur agricole et agroalimentaire. Donc, le CRAAC est mandaté par le ministère de l'Agriculture pour faciliter la concertation et le réseautage aux différents secteurs agricoles. Donc, en s'appuyant sur le réseautage des meilleurs experts et en tirant profit des technologies de l'information, le CRAAC rassemble et diffuse le savoir et développe des outils contribuant à l'avancée du secteur agricole et agroalimentaire. Un des comités et commissions du CRAAC, c'est le comité Vigne et Vin, dont j'en suis responsable et très, très heureuse de l'être, où je travaille avec 18 membres, donc des professionnels, des œnologues, des agronomes, des chercheurs, une sommelière et des vignerons, bien entendu, autour de la table. Pour l'instant, on a réalisé certaines activités, dont un symposium Vigne et Vin en 2015, un plan directeur pour la recherche et l'innovation. Donc, on est très actifs et c'est issu des rencontres du comité Vigne et Vin que nous organisons aujourd'hui ce webinaire. Consultez, je voulais vous mentionner certaines des activités qui sont en cours de route au CRAAC. Apparaître, entre autres, ça va être sous presse en septembre, le guide des bonnes pratiques en viticulture. Donc, je vous invite à consulter le catalogue des publications afin de voir apparaître ce fameux guide de production rédigé, entre autres, par Evelyne Barriot, conseillère et agronome au sein du ministère de l'Agriculture. Et beaucoup d'autres auteurs, mais Evelyne est l'auteur principal. À venir également, une série de webinaires, un peu comme celui-ci d'aujourd'hui, qui va avoir lieu cet hiver. Donc, vous avez plus de temps à l'hiver, j'en suis persuadée, pour donner de la formation, pour recevoir de la formation. Donc, c'est à venir, une série de webinaires à l'hiver 2015, à 2017 plutôt, excusez, afin d'améliorer vos connaissances et aussi de vous aider à vous approprier, entre autres, les contenus dans le guide des bonnes pratiques en viticulture. Pour être informé de toutes ces nouveautés qui s'en viennent, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, à AgriRéseau. Sur AgriRéseau, vous avez un site Vigne et Vin. Donc, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner et recevoir les nouveautés. Donc, vous allez être informé des nouvelles activités qui s'en viennent dans le secteur de la vigne et du vin. Donc, voilà, c'est la meilleure façon de s'informer. Au menu aujourd'hui, donc, nous avons Jérémy Daudeville, qui est œnologue et cofondateur chez RJ Œnologie et Œno Québec, qui vous présentera son savoir sur le suivi de maturité afin de vous aider, de vous appuyer dans votre travail pour déterminer la date optimale pour récolter vos raisins. Également, Karine Penneau, qui est nouvellement professeur adjoint à l'Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, qui est chercheur scientifique à l'Institut de recherche en biologie végétale à Montréal. Sera suivi ensuite d'une période d'échange. Sans plus tarder, je vais passer le micro à mon collègue Jérémy Daudeville afin de présenter sa présentation. Jérémy, je te laisse la parole. Bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Très bien. Donc, bonjour à tous.
S'il y a des problèmes de son, hein, n'hésitez pas à communiquer. Je ne suis pas obligatoirement pour l'instant un habitué des webinaires. On a fait quelques tests et ça devrait fonctionner. Donc aujourd'hui, nous allons traiter du guide d'échantillonnage pour le suivi de maturité d'une parcelle pour essayer de déterminer au mieux, un instant, pour essayer de déterminer au mieux la date de récolte. Alors l'intérêt du suivi de maturité, c'est obtenir des critères suffisamment pertinents pour évaluer la qualité de la vendange. Il existe plusieurs critères, notamment la quantité de sucre, le Brix, qui est relativement facile à mesurer, mais il existe une multitude d'autres critères qui peuvent être soit déterminés assez facilement au vignoble ou alors plutôt en laboratoire pour affiner sa connaissance de la maturité de sa parcelle, de ses cépages, et ainsi déterminer au mieux la date de récolte, prévoir l'organisation du travail au chai, puisqu'on aura notamment déterminé la date de récolte, donc on pourra au préalable préparer son chai, le nettoyer, prévenir les différents vendangeurs qui vont venir ramasser le raisin, et organiser au mieux le travail de la transformation du raisin en vin. Par ailleurs, quand on aura une meilleure connaissance de certains critères, on va pouvoir adapter l'itinéraire de vinification au potentiel de la vendange. Chaque année, tous les millésimes ne sont pas identiques, que ça soit en termes de pressurage des blancs, de peut-être macération pelliculaire des blancs, que ça soit en termes d'extraction des rouges. Les millésimes différents vont faire que l'itinéraire de vinification, qui peut suivre une trame relativement commune d'un millésime à l'autre, mais qui va s'adapter en revanche d'un millésime à l'autre pour pouvoir extraire ce qui peut être extrait. Et au fur et à mesure des années aussi, au fur et à mesure des millésimes, au fur et à mesure aussi de la connaissance de son terroir et de ses parcelles, eh bien les notes qu'on aura prises, l'historique qu'on aura au niveau du suivi de maturité, permettra de comparer les différentes parcelles, de comparer les différents terroirs et les différents millésimes. Alors quelques recommandations pour le prélèvement des baies à la parcelle. À partir de la dernière semaine d'août, au moins une fois par semaine, essayez de prélever 200 baies sur un ou deux rangs en fonction de la taille de la parcelle. C'est sûr qu'on va essayer d'échantillonner au mieux les différentes parcelles qu'on a. Donc il va d'abord y avoir un échantillonnage assez simple au niveau des différents cépages. On va échantillonner chaque cépage, puisqu'ils vont arriver généralement à des maturités, des dates de récolte qui vont être différentes. Et selon la parcelle, selon sa topographie, on va essayer d'échantillonner aussi la parcelle. Si on a une parcelle relativement homogène, c'est plus simple. Si on a une parcelle qui peut être différente en termes de topographie, en termes d'exposition, on va essayer de la découper et de prélever 200 baies dans cet échantillonnage de parcelles, dans ce quadrillage de parcelles, afin de déterminer les différents critères qui peuvent être différents justement et de, entre guillemets, faire une sélection parcellaire. Ça va nous permettre de voir que peut-être pour une même parcelle, il va y avoir des zones différentes qui vont retarder ou avancer la date de récolte, et aussi peut-être ces zones différentes vont faire que d'année en année, on va remarquer qu'une certaine zone d'une parcelle va être plus qualitative qu'une autre. On va éviter les rangs qui vont être en bordure de parcelles, puisque généralement il va exister un biais. Une fois qu'on aura retenu les rangs qui vont déterminer la représentativité de la parcelle, on va les marquer pour passer régulièrement dans ces mêmes rangs et ainsi éviter
une certaine hétérogénéité de l'échantillonnage et d'être le plus homogène pour le meilleur suivi. Quand on va approcher de la date de récolte, l'idée étant même de prévoir 2 prélèvements par semaine pour être le plus précis possible, puisque c'est généralement à la fin de la saison, quand on s'approche justement de la pleine maturité, ou en tout cas d'une certaine maturité, que certains critères vont évoluer plus rapidement. On le remarque d'ailleurs, notamment rien qu'avec ce millésime 2016, on a eu un bel été aussi, assez chaud, assez humide aussi, et pendant un certain moment, on avait quasiment des températures de jour et de nuit qui étaient identiques, alors qu'en ce moment, on commence à avoir, notamment aujourd'hui, en tout cas à Montréal, une belle journée chaude, sèche, et en même temps des températures de nuit qui sont plus fraîches, et généralement, ça peut avoir un bel impact sur certains critères, que ce soit en termes de maturité de sucre, en maturité de polyphénol et des tanins, notamment pour les rouges. Le but étant donc d'échantillonner au mieux les parcelles. Si on a des petites parcelles, on va essayer de se maintenir autour de 200 baies, peut-être un peu moins si la parcelle est vraiment petite. Si en revanche on a une parcelle homogène assez grande, 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares relativement homogènes, il n'y a pas d'incidence à aller récolter un peu plus que 200 baies pour avoir la meilleure représentativité de la parcelle. L'idée, une fois qu'on a essayé d'échantillonner au mieux la parcelle, on va essayer d'échantillonner au mieux les grappes qu'on va sélectionner, les baies qu'on va sélectionner pour qu'elles soient le plus représentatives de la parcelle. Généralement, on a toujours tendance à aller chercher les baies les plus mûres, les plus visibles. Alors là, il va falloir faire un effort pour essayer d'aller prélever des baies sur les 2 phases du rang, pour prendre en compte l'ensoleillement, pour prendre les baies qui ont été exposées au soleil et celles qui sont un peu plus à l'ombre. Prélever sur une même grappe des baies qui vont être au niveau de l'aile de la grappe, des baies qui vont être au niveau de la pointe de la grappe, et prélever des baies sur des grappes réparties sur l'ensemble de la souche, tout cela de façon assez délicate pour éviter un éclatement de la baie et représenter au mieux ce qui pourrait se produire lors d'une vendange manuelle et d'un bon éraflage. Sur le document suivant, je vais vous montrer un petit peu un schéma d'un cep. Donc ici, on a un exemple d'un cordon de Roya à 2 bras. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a une différence qualitative des baies, des grappes réparties sur un cep. Plus on s'éloigne de la base, généralement, plus les grappes sont qualitatives, c'est-à-dire qu'elles arrivent aussi à une maturité plus précoce. Pareil, sur un même sarment, les grappes qui sont à la base sont généralement mûres avant celles qui sont au-dessus. L'idée est donc d'aller chercher des baies un peu partout pour avoir un échantillonnage le plus représentatif possible. Donc encore quelques notions, ne pas prélever systématiquement sur les grappes visibles, ne pas prélever uniquement les baies qui se décrochent facilement, encore une fois au risque de surévaluer la maturité, éviter de récolter les jours de pluie ou en cas de rosée importante. Si tel est le cas, ne pas hésiter de prévoir un papier, un essuie-tout pour un petit peu éponger, absorber l'eau qui va biaiser un petit peu nos résultats.
Par temps chaud, idéalement, utiliser une glacière, notamment si le temps de traitement va être un petit peu long pour éviter un réchauffement des baies qui pourrait peut-être même commencer à fermenter, donc on n'aurait pas obligatoirement la représentativité de la parcelle, ou en tout cas de la maturité. Et prévoir des contenants facilement identifiables, ça peut être des sacs Ziploc, ça peut être des pots maçons, de bien les identifier pour éviter de les mélanger si on a beaucoup de parcelles, si on a beaucoup de cépages. Sur un Ziploc, donc avec un marqueur qui ne va pas s'effacer facilement, sur des pots maçons, plutôt marqués sur le pot plutôt que sur le couvercle, puisqu'il risquerait que, une fois qu'on apporte tous ces pots maçons au laboratoire ou au vignoble, quand on va enlever les couvercles, il suffit d'une erreur d'inattention, puis on ne sait plus trop quel couvercle allait sur quel pot. Je vais revenir précédemment rapidement sur aussi l'échantillonnage des baies. Il se peut que parfois, encore en ce moment, ou parfois certains millésimes, on peut avoir une grosse hétérogénéité de baies sur les grappes et parfois un millérandage qui peut exister ou en tout cas des baies, on voit bien qu'elles arriveront jamais à maturité, l'ensemble avéré, notamment pour, imaginons, un Frontenac, avec des baies bien rouges, et puis d'autres qui vont rester un peu plus vertes. Là, c'est à vous de voir. C'est sûr que l'idée serait, pour échantillonner au maximum la représentativité de la maturité, il serait normal de prendre une baie verte. Encore une fois, si cette baie, on a du mal à l'enlever, il se peut que même lorsqu'on va récolter, qu'on va passer cette grappe-là à l'éraflage, même au pressurage, que cette baie-là, finalement, n'éclate pas. Donc, c'est sûr qu'elle ne rentrera pas dans la composition du mou. Donc, c'est à vous de voir, en fonction aussi du matériel que vous avez, la difficulté à enlever cette baie qui va peut-être jamais mûrir, et peut-être dans ce cas-là, de ne même pas la prendre pour l'échantillonnage, puisque de toute façon, elle tombera jamais, elle se transformera jamais en mou. Alors les dosages classiques réalisables au vignoble, il y a le degré probable qu'on peut prendre par réfractométrie et densité, l'acidité totale avec un titrateur ou de façon manuelle et le pH avec le pH mètre. L'idée, c'est quand on a récolté l'ensemble de ces 200 baies, c'est de les transformer en jus. Il peut exister parfois certains mini-pressoirs manuels, hydrauliques, verticaux, qui permet d'assurer là aussi une certaine représentativité de ce qui va se passer réellement avec notre pressoir. On peut utiliser un blender. Il y a une technique que j'utilise qui est assez simple aussi, c'est de prendre des bas propres, de mettre les 200 baies dans les bas et avec les mains de presser l'ensemble des baies pour récupérer uniquement le jus. Faire attention aussi parfois à certains blenders qui peuvent être un petit peu trop expressifs et intenses. L'idée n'est pas non plus de faire de la purée, d'éclater complètement notamment les pépins, puisque normalement un éraflage et un pressurage normal, on ne va pas toucher à l'intégrité des pépins. Donc on va essayer de représenter au mieux ce qu'on pourrait obtenir en réalité pour avoir les meilleurs indicateurs possibles. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux y aller un petit peu moins qu'un peu trop. Quelques autres dosages au laboratoire. Acide malique, acide tartrique, le potassium, l'azote assimilable. Et dans la mesure du possible aussi, même si pour l'instant, je dirais que ce n'est pas obligatoirement un certain critère qu'on regarde, mais qu'il va falloir commencer à regarder si on veut pousser encore plus loin la connaissance de nos cépages, notamment pour les rouges, les composés phénoliques, que ce soit les tanins, les anthocyanes, leur potentiel d'extractibilité, puisqu'on peut avoir parfois beaucoup de concentration en anthocyanes, ce qui est toujours le cas, une certaine concentration en tanins, mais certaines années, ils vont être difficiles à extraire.
et il existe certains paramètres qui permettent de mesurer l'extractibilité soit des tanins, soit des anthocyanes. Donc ça va nous donner beaucoup plus d'indications sur les caractéristiques de notre vendange. Pour les dosages au laboratoire, ce qui est par exemple la différence entre l'acide malique, l'acide tartrique, notamment l'acide malique, qui est souvent un paramètre qui peut être à des doses assez importantes, notamment lors des millésimes un petit peu plus difficiles, un petit peu plus frais, où on a des grandes quantités d'acide malique. Connaître le ratio acide malique-acide tartrique va nous permettre, pour certains qui désacidifient soit avec du carbonate de calcium, soit avec du double sel, de mieux orienter et de mieux prévoir les futures désacidifications. Pareil pour la quantité d'acide malique, de prévoir les fermentations malolactiques, si elles vont être nécessaires ou pas, et si elles vont être plus ou moins difficiles, puisqu'on va avoir un petit peu trop d'acide malique, qui pourrait nuire à la bonne dégradation par les bactéries lactiques de l'acide malique en acide lactique. Les concentrations en potassium qui vont avoir une forte incidence sur le pH, concentration en azote assimilable qui va nous dire si on a les nutriments nécessaires au départ pour une bonne fermentation, puisque les levures dégradent le sucre en alcool. Le sucre, ce n'est pas le nutriment de la levure, c'est son travail de dégrader le sucre en alcool, mais pour ce travail-là, elle doit avoir des nutriments qu'on nomme notamment azote assimilable, qui doivent être en quantité suffisante pour assurer une bonne fermentation alcoolique et même par la suite une bonne fermentation malolactique pour les bactéries. On peut donc prévoir, savoir si on va être en carence, peut-être de supplier notre mou de certains activateurs, de certains nutriments pour être certain que la fermentation se passe bien, qu'on n'ait pas de problème de réduction par exemple. Un autre exercice très important qui prend là aussi un petit peu qui demande un peu d'expérience, un petit peu comme la dégustation des vins, c'est la dégustation des baies. Je pense que Karine va en parler un petit peu plus en détail par la suite, mais il existe différents critères, différents paramètres, différents examens qui vont permettre d'apprécier la qualité de la baie en termes visuels, en termes gustatifs, avec certains critères comme le côté aromatique, comme l'intensité des tanins, comme l'astringence, comme l'amertume, et avec une certaine expérience par la suite, on est capable, en plus des analyses au vignoble et au laboratoire, de déterminer au mieux si nos raisins sont mûrs ou pas. Donc Karine vous en parlera juste après ma présentation. Détermination de la date de récolte. Il existe dans beaucoup de vignobles qui existent depuis déjà quelques années, quelques siècles, des critères qui permettent de déterminer de façon assez large la date de récolte. Par exemple, dans le vignoble bordelais, on estime que lorsqu'on arrive à demi-floraison, pour arriver à maturité, il faut à peu près 110 jours. Quand on arrive à demi-véraison, pour aller jusqu'à la maturité, il faut à peu près 45 jours. On n'a malheureusement au Québec pas encore assez de recul pour déterminer de façon assez large déjà la date de récolte. Ça va dépendre des cépages, des régions viticoles. Donc, avec l'ensemble des données qu'on récolte, j'espère qu'à un moment, on arrivera à pouvoir déterminer justement ces critères-là relativement simples et déjà de se projeter facilement à quelques semaines plus loin. Pareil pour la maturité technologique, donc c'est principalement la maturité au niveau des sucres et de l'acidité totale. Il existe un rapport qu'on appelle sucre divisé par acidité totale, les sucres étant exprimés en grammes par litre et l'acidité totale étant exprimée en grammes par litre d'acide sulfurique. On appelle ça un indice de maturité. Et dans beaucoup de régions tempérées, on estime que quand ce rapport est entre 35 et 50, on arrive à une maturité
suffisantes, ou en tout cas qui nous conviennent. Là aussi, on n'a pas encore de référence au Québec, on a des taux de sucre différents, on a notamment aussi des acidités totales différentes. Donc là aussi, avec la rentrée de données, d'essayer de déterminer au moment de la récolte optimale des différents cépages, de pouvoir déterminer un certain rapport sucre sur acidité, rapport assez simple à mesurer, qui nous permettent de visualiser rapidement si on est dans une maturité qui nous convient. Le suivi de la dégradation de l'acide malique aussi, notamment ici au Québec, est très importante pour déterminer l'acidité future de notre mou. Et on l'a vu dans des très beaux millésimes. Bien sûr, il y avait le pourcentage, enfin le Brix et la teneur en sucre de départ qui était importante, avec généralement des alcools potentiels et des alcools probables qui ne nécessitaient aucune chaptalisation. Mais on voit quand même que depuis quelques années, ce n'est pas tant le Brix qui nous pose problème, mais c'est plus justement les acidités à la récolte. Et on a vu que dans de très bons millésimes, justement, il n'y avait quasiment rien à toucher, puisque on avait une dégradation constante de l'acide malique, et notamment quand on suivait correctement ces maturités, on était capable de se projeter sur la date de récolte pour avoir un mou qu'on pourrait appeler à pleine maturité. Là où on doit encore progresser, c'est tout ce qui est maturité physiologique, donc notamment, comme j'en ai parlé tout à l'heure, les tannins, les anthocyanes, donc déterminer les indices des polyphénols totaux, des anthocyanes, l'extractibilité des anthocyanes, des tannins, pour déterminer la maturité qu'on appelle physiologique, puisque les deux types de maturité, technologiques qui sont le sucre et l'acidité, et les maturités physiologiques n'arrivent généralement pas en même temps. Il se peut qu'on ait un millésime, et notamment pour les rouges, un millésime où on a beaucoup de sucre, même peu d'acidité, mais les polyphénols, les tanins des pellicules, les tanins même des pépins ne soient pas arrivés à une pleine maturité. Donc ça va nous indiquer, nous donner des indications sur le type de vinification qu'on va faire. Si la maturité physiologique n'est pas atteinte, on a beau avoir un sucre suffisant, une acidité qui nous convienne, c'est sûr que l'extraction, la macération, on va devoir la limiter pour ne pas aller extraire des tanins qui ne sont pas mûrs et tout le caractère végétal notamment qui peut en découler. Là aussi, il existe certains critères dans certaines régions viticoles par rapport à l'accumulation des anthocyanes, et notamment encore si je prends l'exemple du Bordelais, on estime que 5 à 8 jours après le maximum d'accumulation des anthocyanes, on arrive à une maturité physiologique qui nous convient. Un exemple de graphe, notamment sur la maturité et l'accumulation des anthocyanes, où par graphe on est capable de visualiser la date optimale de la vendange. Pareil pour le suivi du pourcentage probable ou potentiel, en tout cas du taux de sucre, de l'acidité totale. On a aussi indiqué l'indice des anthocyanes, et là on est capable, en fonction de notre suivi de maturité depuis le mois d'août, grâce à un graphe, de déterminer une plage pour nos vendanges. J'en ai fini pour ma présentation. 2-3 petits éléments encore. J'en ai parlé, donc c'est de tenir des registres, c'est de tenir des graphiques. C'est beaucoup plus simple de visualiser parfois certains critères, et d'avoir un historique pour les futurs millésimes.
Cette présentation parlait du suivi de maturité, mais vous pouvez faire aussi la même chose pour l'estimation des rendements, qui pourrait faire, par exemple, qui pourrait faire être un thème pour un prochain webinaire, comment bien estimer ses rendements, puisque là aussi, ça va nous permettre d'organiser correctement nos vinifications au chai en fonction du volume du volume total qu'on va vendanger et même du volume par cépage pour pouvoir organiser les différents logements dans nos cuves. Donc Karine va vous parler je pense principalement de la dégustation des baies. Moi je vous mets un petit... oh, attends, Karine, 2 petites secondes. Je vous mets juste un petit document que vous allez aussi avoir sur le schéma d'une baie et l'évolution des différentes parties de la baie au cours de la maturation. Si on commence par la périphérie, la pédicelle qui est vraiment l'extrémité de la rafle, au fur et à mesure de la maturation, on va avoir un ahoutement, une aptitude croissante à l'égrenage, donc de pouvoir enlever facilement la baie, une réduction et une coloration progressive du pinceau, donc qui est vraiment le bout de la rafle et qui nous permet aussi d'avoir un indicateur de la maturité de nos baies. Au niveau de la pellicule, on va avoir l'accumulation des composés aromatiques et d'anthocyanes, diminution de l'astringence et de la sécheresse des tanins, hydrolyse des parois cellulaires, augmentation de l'extractibilité, notamment l'hydrolyse des parois cellulaires, ça va nous permettre de savoir quel type de débourbage on va faire. Je vous encouragerai toujours, notamment aussi quand vous allez prendre vos échantillons, les presser pour obtenir le jus, de voir à quelle vitesse se déposent les bourbes. Ça va vous donner une indication bien avant même de vinifier de la facilité du débourbage. Et en fonction de ça, vous allez prolonger ou pas votre débourbage, vous allez enzymer ou pas votre mou pour accélérer le débourbage et vous donner une très bonne indication pendant ce millésime de savoir de la facilité qu'a votre mou à se débourber ou pas. On a la pulpe avec l'accumulation, je vais vous montrer ça aussi, la pulpe ici donc avec l'accumulation des sucres, la diminution de l'acidité, surtout de l'acide malique, l'accumulation du potassium, de l'azote et la solubilisation des polysaccharides. On a quelques zones de maturité retardées qui sont moins sucrées, plus acides et plus adhérentes. Et enfin, les pépins qui vont avoir, à pleine maturité, une coloration brune ou jaune, un développement d'arômes grillés et une diminution de l'astringence. On se retrouve pour la période de questions et je laisse la place à Karine. C'est bon, je peux y aller, Lynn? Oui, exactement. Vas-y, Karine, directement. Bon, ben merci beaucoup, Jérémy, pour ta présentation. C'est excellent. Ça met vraiment les bases de ce qu'est le suivi de maturité en viticulture. Donc, pour ma part, j'ai mis un peu toutes sortes de choses ensemble pour vous présenter des résultats d'études qu'on a fait depuis quelques années. J'ai fait au moins 3 ou 4 projets sur la maturité des cépages hybrides au Québec. On met de la maturité un peu partout aussi dans les projets parce que c'est souvent un aspect clé dans les décisions, en fait, dans la détermination de la qualité des baies. Donc c'est ça, j'ai mis tout ça ensemble. Je vais vous parler aussi d'analyse sensorielle. J'étais restée sur l'impression que Jérémy en parlait un peu plus, expliquerait un peu plus en profondeur la méthode d'analyse sensorielle. C'est bon, je vais vous arranger ça un peu plus tard. Donc, voilà. Parlons d'abord de ce qu'est la maturité rapidement. Je ne veux pas trop ajouter sur ce que dit Jérémy, mais ce qu'on voit pendant la véraison, c'est que plusieurs changements surviennent dans la baie. Des changements au niveau de la pellicule, des pépins et de la chair. La maturité, en fait, de la baie va correspondre au moment où la composition chimique des baies est optimale. Or, évidemment, ça n'arrive jamais où on va avoir toutes les composantes en ligne au bon moment. Les arômes sont parfaits, les phénoliques sont parfaits, le sucre est parfait. Ça n'arrive jamais.
Alors, il faut prendre pour acquis qu'on fait toujours un compromis quand on prend une décision de récolte. Donc, Jérémy en a glissé un mot. Il y a différents types de maturité. Dans la baie, il a parlé de maturité physiologique et de maturité technologique. Donc, oui, la maturité technologique est celle qu'on connaît le plus, équilibre sucre-acidité notamment. Évidemment, tout ça va être en fonction du type de vin désiré. Mais on peut aussi parler, en fait, dans les études, on parle maintenant beaucoup de maturité texturale, c'est-à-dire la fermeté de la baie. La maturité aromatique, qui est la concentration et la qualité des arômes qu'on va obtenir. Et puis, évidemment, la maturité phénolique. Mais ça, je vous dirais que la maturité phénolique, chez les cépages hybrides, ça reste un concept un peu flou parce que on est surchargé de couleurs, donc beaucoup d'anthocyanes. Et on a très peu de tanins et on a différents problèmes qui font que les tanins s'extraient mal ou s'extraient et précipitent pendant la fermentation. Donc, c'est une problématique sur laquelle on travaille avec une de mes étudiantes. Donc, la maturité phénolique, pour ma part, c'est pas quelque chose, disons, que je tiens comme vraiment important en ce stade-ci avec les cépages hybrides parce qu'il y a tellement d'autres variables en vinification qui font qu'on perd les phénoliques qu'on a ou qu'on a trop d'anthocyanes qu'au final, c'est moins intéressant. Donc, comment savoir que la maturité est optimale? C'est qu'on utilise des marqueurs. Donc, on a différents marqueurs. Évidemment, l'équilibre sucre-acidité en est un. Vous connaissez tous le Brix, le pH, l'acidité. Nous, on s'est intéressé beaucoup à l'intensité des arômes herbacés versus l'intensité des arômes floraux ou fruités, qu'on appelle des terpènes notamment. C'est pourquoi on a beaucoup étudié le profil des composés volatiles. On s'intéresse aussi à l'astringence, à l'amertume. Pour ma part, c'est surtout dans les tanins, dans les pépins, c'est-à-dire où on va regarder ce qui se passe au niveau physiologique dans les pépins. Et évidemment, la progression de la couleur, mais jusqu'ici, je n'ai pas vraiment vu de ce qu'on observe chez les vinifera où on a un pic, ce que Jérémy a montré, qu'il y a un pic à un certain moment où les anthocyanes sont à un très haut niveau et ensuite ça redescend légèrement. Dans nos analyses, je n'ai pas encore vu qu'il y avait vraiment une diminution des anthocyanes après la maturité. Donc, ça reste quelque chose ici dont je ne suis pas certaine là, chez les cépages hybrides. Donc, les outils, vous les connaissez. Je vais parler surtout de l'analyse sensorielle des baies. L'intérêt de l'analyse sensorielle des baies, c'est que ça nous donne des informations sur les arômes et les tanins, pour peu qu'il y en ait dans les cépages qu'on utilise. Ça optimise évidemment le match entre la maturité et le style de vin qu'on désire faire. Donc ça vous donne beaucoup plus d'informations à ce niveau-là que strictement l'analyse du Brix, du pH et de l'acidité. Évidemment, l'analyse sensorielle demande un entraînement et une rigueur qui est quand même qui peut être un peu lourde si vous avez plusieurs cépages, plusieurs parcelles. Mais vous n'arriverez pas à avoir une bonne maîtrise de cette technique-là si vous ne vous entraînez pas, si vous ne tenez pas cette rigueur-là. Et puis, bon, en bout de ligne, évidemment, c'est plus subjectif que de faire une mesure avec un réfractomètre, par exemple. Donc, je ne sais pas si je vais vous préparer, si je vais vous présenter toutes les diapos que j'ai mis ensemble tout à l'heure parce que j'ai vraiment un paquet de choses. Peut-être qu'on peut commencer, Lynn, par parler de la grille d'analyse sensorielle. Est-ce que ça serait correct comme ça? Oui, je viens de la mettre. Donc, Jérémy a présenté... Pardon? C'est en laissé devant. Oui, c'est bon. OK. Donc, Jérémy, tout à l'heure, a présenté brièvement la grille qui est utilisée par l'IFV, l'Institut français de la vigne et du vin. Nous, on est parti de cette grille-là quand on a commencé à travailler en analyse sensorielle il y a quelques années, en 2011. Donc, on l'a testé avec plusieurs cépages. On a fait plusieurs dégustations. C'était avec Gaëlle Dubé, entre autres, et puis Isabelle Turcotte. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait certains descripteurs qui fonctionnaient et d'autres qui fonctionnaient un peu moins, notamment ceux sur les tanins où il n'y a pas grand-chose à faire avec ça.
disons qu'on ne voit pas grand-chose avec les cépages qu'on a au niveau des tanins. Donc, je vais parler tout d'abord de l'examen visuel et tactile des baies. Si je passe au travers de la méthode rapidement, Éline, tu me dis si je vais, en tout cas, si je penche trop mon temps, là. Donc, la couleur de la baie est évidemment la première chose qu'on regarde. Et ça, bon, ça nous donne déjà une indication de qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique. Maintenant, il faut savoir que chez les cépages rouges, on va rapidement arriver à une couleur très foncée. Le développement de la couleur va assez rapidement chez la plupart des cépages rouges. Donc, la couleur demeure quelque chose de peut-être moins intéressant chez les cépages hybrides parce qu'ils font énormément de couleurs, justement. On a regardé un peu l'aptitude à l'écrasement, l'aptitude à l'égrenage. Donc, comment on peut, quand on écrase la baie entre les doigts, est-ce qu'il y a une sensation que c'est une baie dure? Est-ce que c'est une baie qui se déforme facilement ou c'est une baie molle? Donc, ça dépend encore là des cépages. C'est vraiment à vous de faire l'exercice et d'apprendre à connaître vos cépages. Même chose pour l'égrenage. Certains cépages, vous le savez, vous l'avez vu dans vos champs, vont avoir... les baies tombent littéralement des grappes. Dès que vous les approchez des grappes, ça tombe. Il y en a qui vont rester là et sont bien accrochés. Donc ça c'est encore là très variable d'un cépage à l'autre. C'est vraiment avec l'exercice que vous allez arriver à savoir si ce descripteur-là est intéressant pour vous ou non. Moi, en fait, avec Gaëlle, un des descripteurs qui a été le plus intéressant, Lynn, est-ce qu'on peut descendre? Ah oui, OK, ça fonctionne. Donc, pour moi, les descripteurs les plus intéressants sont ceux relatifs aux arômes en analyse sensorielle. Donc, les arômes de la pulpe. On a vraiment vu qu'on avait, qu'en général, les baies vont passer d'un arôme herbacé jusqu'à un arôme qui est plutôt fruité et éventuellement confituré dans certains cas, là, tout dépendant du site où vous vous situez. Donc ça, c'est assez clair. Je vous dirais que ce descripteur-là fonctionne généralement bien. Et même chose pour les arômes de la pellicule aussi, parce qu'on le fait avec la pellicule. Donc, généralement, ces descripteurs-là fonctionnent bien. On fait aussi les arômes chez les pépins. Et les arômes de pépins aussi, ça donne de bons résultats pour évaluer la maturité par analyse sensorielle. Au niveau du sucré et de l'acidité de la pulpe, c'est plus subtil parce qu'évidemment, ces deux descripteurs-là fonctionnent en opposition. Si c'est très sucré, on perçoit moins l'acidité et si c'est très acide, on perçoit moins le sucré. Donc, vous voyez, l'un et l'autre s'annulent, si on veut, en bouche. Donc, encore là, c'est à vous d'apprendre un peu mieux à connaître vos raisins. Si je passe à la prochaine partie de la grille, et là, je m'en veux parce que je n'ai pas vraiment présenté comment faire la méthode comme telle. On pourra en rediscuter pendant la période de discussion. Donc, rapidement, les arômes de la pellicule aussi, j'en ai parlé, les arômes des pépins aussi, je ne reviendrai pas là-dessus. La résistance des pellicules, c'est un autre descripteur qu'on a testé ici. On mastique en fait les pellicules et puis on regarde si on obtient des gros fragments, des petits fragments ou une pâte assez homogène. Et puis, chez la plupart des cépages hybrides, je vous dirais que les pellicules sont assez épaisses comparativement à ce qu'on voit chez les vinifera. C'est une des propriétés qui leur confère une résistance aux maladies fongiques, entre autres. Donc, c'est quand même particulier à eux. Donc, c'est une qualité, mais évidemment, pour évaluer la résistance des pellicules, ensuite, ce n'est pas nécessairement évident parce qu'en général, les pellicules vont rester relativement dures, tout dépendant des cépages encore là. L'astringence de la pellicule, c'est la même chose. On l'a essayé. Ça fonctionne avec certains cépages mieux que d'autres, mais ça reste un descripteur qui, pour moi, n'est pas, disons, optimal, là, si on parle d'astringence ici, là. La couleur des pépins, ça aussi, c'est assez intéressant pour déterminer la maturité.
Attention d'ailleurs, hein, parce que vous ne voulez pas goûter des pépins qui ont du verre dessus parce que vous allez vous brûler la langue, parce qu'il faut évidemment croquer les pépins. Donc, s'ils sont verts, évitez ça parce que vous ne serez pas très confortable pour quelques jours. Donc c'est ça, on va voir généralement une couleur marron qui va se développer pendant la maturité. Encore là, il y a des variations. On va voir par exemple du rouge beaucoup sur les pépins de marquette, alors que d'autres pépins vont rester un peu plus marron. Même chose pour la résistance des pépins. Quand on essaie de croquer les pépins, certains pépins vont rester assez durs. D'autres, comme le Frontenac, vont avoir des pépins très mous assez rapidement, et puis ça ne change plus beaucoup à un certain point. Donc, encore là, les questions de résistance, tout comme les pellicules, c'est assez subtil et puis je pense qu'on a encore un peu de recherche à faire là-dessus pour vraiment comprendre si ces descripteurs-là fonctionnent. Les arômes, j'en ai parlé tout à l'heure. On va passer généralement de pépins qui sont herbacés, donc avec des arômes disons de gazon, aux noix de Grenoble. Et puis, éventuellement, on va avoir des arômes torréfiés qu'on appelle donc noisettes, amandes. Et là, à ce moment-là, on ne sent plus vraiment les arômes herbacés dans les pépins. Donc, ça, c'est généralement un bon indice aussi. L'astringence, encore là, c'est peut-être dans les pépins qu'on va avoir le plus la perception, disons, de ce qu'est l'astringence. Les tanins de pépins ont la propriété d'être extrêmement astringents, mais c'est une astringence qui est verte, qui est vraiment agressive. Donc là, vous allez pouvoir sentir vraiment s'il y a les pépins et tout. C'est supposé devenir, disons, plus doux avec le temps, parce que les tanins dans les pépins, en général, vont diminuer avec la maturité, la concentration, c'est-à-dire. Maintenant, ça, c'est pas quelque chose qu'on a détaillé beaucoup en analyse avec les cépages hybrides, donc je ne peux pas vous en dire plus que ça à ce stade-ci là-dessus. Je vais revenir à la présentation. Lynn, est-ce que je peux le faire moi-même ou si je fais ça? OK, bon, c'est bon, ça revient. OK, donc évidemment, il me reste combien de temps, Lynn? Hein? Un petit 2 minutes, Karine. Oh my God! OK, bon, let's go. Je pense que je vais... Oups! Attends, j'ai fait un truc, là, je me suis trompée de... J'ai plus ma... Voyons, ma marge de côté, là. Ah, OK, c'est bon, c'est revenu. OK. Je pense que je vais aller directement... Ouais, je n'ai pas vraiment le temps de rentrer dans différentes choses. Je vais parler directement de ce qu'on a essayé sur les cépages. Ici, vous avez des résultats qu'on a pris sur le Céval avec des panels de dégustation. Ce qu'on a vu, grosso modo, la question qu'on se posait, désolé, mes diapos sont en anglais, ce sont des résultats que j'ai présentés à Vitinor. Et là, les couleurs n'ont pas sorti non plus, Lynn. En tout cas, c'est pas grave. Ici, vous avez la récolte, la première récolte, la deuxième et la troisième. Donc, ce qu'on a vu, c'est que la couleur, il y avait vraiment un changement au niveau de la couleur. On est passé de baies qui étaient clairement vertes à des baies qui étaient plus jaunes chez le Céval. Vous voyez, dans les arômes, c'était moins clair. On avait des arômes, disons, peut-être différents à la deuxième récolte comparativement à la première, mais ensuite, c'est comme s'il y avait eu un contrebalancement. En fait, là, on n'est pas sûr de ce qui s'est passé. Les baies, par contre, chez Céval, ont vraiment ramolli avec la maturité. Donc, à la première récolte, c'était assez dur, et puis plus ça avançait, et puis là, on avait définitivement des baies qui étaient plus molles. Si on regarde au niveau du Vandalclich, un des descripteurs qui a le mieux fonctionné, c'est encore là la pellicule. Donc, au début, on avait des pellicules très dures. Donc, à la première récolte ici, deuxième récolte aussi, et à la troisième récolte, on est arrivé, ça c'est à une semaine d'intervalle environ, toutes ces récoltes-là.
on est arrivé à des pellicules vraiment plus molles. Donc, comme je vous disais, ça dépend des cépages. Chez ces deux cépages-là, la résistance de la pellicule est un descripteur qui a bien fonctionné. Ce n'est pas le cas pour tous les cépages. C'est vraiment à vous de tester ensuite. On peut regarder ce qui s'est passé chez d'autres descripteurs dans le Vandakish en 2013. Encore là, la couleur, ça a très bien fonctionné. Il y a le sucré de la pulpe qu'on a pu voir ici qui a vraiment la perception de sucré a augmenté à la dernière récolte. L'acidité a diminué clairement aussi. On a eu, comme tout à l'heure, la pellicule, disons la résistance de la pellicule qui a bien fonctionné. Et puis, au niveau des pépins, on a clairement vu un changement des pépins de vert jusqu'à brun ici pour les deux dernières récoltes. Donc, je vais terminer avec ça, je pense, puis on va poursuivre avec les questions peut-être. Oui, mais merci infiniment, Karine, et merci beaucoup à toi, Jérémy. On a une belle discussion présentement dans le clavardage. On a eu plusieurs discussions déjà que Jérémy a répondu, plusieurs questionnements. Il y a eu des questions sur les feuillages, sur les grappages. Le potentiel par télédétection, je pense, je ne sais pas si celui-là avait été répondu. Celui de Jérôme Tau. Voyez-vous un potentiel de suivi de maturité par télédétection à très basse altitude? Là, je n'ai pas remarqué si, Jérémy, tu avais eu le temps de répondre à Jérôme. Est-ce que Karine ou Jérémy, vous avez une réponse à ce sujet? Moi, j'ai pas travaillé beaucoup là-dessus. Je sais qu'à Brock, ça se fait beaucoup. Pas nécessairement en maturité, mais c'est qu'on évalue les différences entre les différentes parcelles. Donc, les différences au niveau de la qualité des baies, par exemple. Je crois qu'il y a aussi différents paramètres, par exemple, l'incidence de gel hivernaux, printaniers et tout ça là, qui vont être suivis par télédétection. Mais j'ai très peu d'expérience moi-même là-dedans et je ne peux pas vraiment vous dire. Je crois que ça peut possiblement se faire, mais moi-même, je ne m'y connais pas assez là, pour pouvoir travailler là-dessus. Moi non plus, j'ai pas d'expérience là-dessus. Je sais qu'il existe parfois, c'est plus là dans ce cas-là, des capteurs qu'on va mettre dans le rang au niveau du feuillage pour aller mesurer l'exposition au soleil, pour aller mesurer l'hydrométrie, même le stress hydrique, mais après pour tous les autres paramètres, sucre, acidité, par télédétection, j'ai pas de données là-dessus. D'accord, excellent, merci. Il y a des discussions, j'essaie de voir la dernière question non répondue de Yves Julien. Question qui va vous sembler étrange. Serait-il possible de faire pousser de la vigne avec succès dans les Antilles sur les versants des volcans inactifs? On est loin du Québec. Rapidement, j'avais pas lu la tout est question. possible de faire pousser de la vigne. Après, il faut savoir ce qu'on veut faire avec. Les seuls essais que je connaisse dans des régions tropicales, c'est à Tahiti. Il y a 2 récoltes par année. Étant donné qu'on est tropical, donc la végétation pousse extrêmement. Pour arriver à faire fleurir et arriver à obtenir des fruits avec le raisin, c'est plus difficile. C'est spécial. Donc oui, vous allez pouvoir faire pousser de la vigne, de là en faire du vin, c'est une autre histoire. D'accord. Je sais qu'il y a des essais qui se font en Thaïlande, mais il y a différentes techniques, même dans la Chine, où c'est dans les régions très chaudes de la Chine. Ils ont développé des types de conduites qui sont adaptés aux climats, disons, plus tropicaux, parce qu'évidemment, quand on est en climat tropical, l'humidité ambiante est très élevée. Donc, ça pose des problèmes au niveau des maladies fongiques, par exemple. Fait que c'est ça, disons qu'il faut toujours adapter, là. Est-ce que France Clich avait une question? Vous avez écrit bonjour. Je ne sais pas si vous n'aviez pas complété votre question.
Donc, je vois que la plupart des questions, pourrait-on avoir un survol type de maturité pour chacun des cépages? Est-ce qu'on a finalement un résumé? Moi, j'ai peut-être une petite diapo là-dessus, Lynn. Oui. Je vais te sortir ça un petit peu. Ouais, ça, c'est un espèce de wrap-up que j'ai fait de cultivars qu'on a étudiés en fonction des degrés jour et de la date, parce qu'un des problèmes qu'on a, évidemment, c'est que dans certains endroits, disons, les degrés jour vont s'accumuler très rapidement. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on a vu pour Maréchal Foch au Marquette, quand on est autour de entre 1200 et 1300 degrés jour. Ça va arriver souvent avec une date autour du 23 septembre dans ce coin-là, fin septembre, là, dans le cas de Marquette et Maréchal Foch. Si cette condition-là est rencontrée, généralement, on va avoir des bons résultats avec ce cépage-là. Il ne faut pas que ça mûrisse trop vite, en fait. Pour moi, Marquette est un cépage qui ne doit pas mûrir trop, premièrement, et pas trop vite non plus. Maréchal Foch, c'est un peu la même chose. Frontenac va être capable peut-être d'aller un peu plus haut dans les degrés jour parce qu'évidemment, on veut lui faire baisser l'acidité. Et puis pour le Vidal, ben, dans la vendange tardive, ben, évidemment, on l'étire un peu plus et tout. Là. Donc à la fin, quand on arrive vers la fin octobre, les degrés jour ne cumulent presque plus. Donc ça serait peut-être pour moi le wrap-up que je peux vous montrer. Là. Les différentes courbes, ça correspond à différentes régions. Vous avez Québec en vert. Vous avez la Montérégie-Ouest en rouge. Vous voyez que le climat est généralement beaucoup plus régulier. On a 3 années là-dedans. Il y a ici le fameux 2012 là, qui était pour la Montérégie-Est qui a fracassé des records de chaleur. Et c'est ça. Donc, ça vous donne une idée un peu là, de ce qu'on a au Québec. Là. OK. France Clich a amener une question complémentaire. Ma question est plutôt de savoir à quoi s'attendre en maturité pour chacun des cépages, ce qui pourrait nous aider à comprendre si on a atteint ou non, ou si on est prêt d'atteindre notre maturité. Je pense que la grille que Karine moi je vous dirais que Hein? Vas-y, Karine. Oui, donc, moi je vous dirais, là, grosso modo, si vous y allez avec l'analyse sensorielle du raisin, fiez-vous aux arômes. Donc, les arômes de la pellicule, les arômes de la pulpe et les arômes des pépins. Et ça, pour moi, ce sont les descripteurs qui fonctionnent le mieux. Si vous analysez vos données de Brix, d'acidité, de pH, en plus, ben, je pense que vous devriez avoir un portrait pas trop mal. Mais c'est difficile pour nous de donner une règle commune à tous les cépages parce que déjà, on a une 50aine de cépages au Québec. Ces cépages-là, en fait, ils donnent différents types de maturité dans les différentes régions, différentes qualités de baies qu'on obtient selon les régions, selon les pratiques culturelles et tout. Et donc, c'est très difficile de donner une règle commune, d'autant plus que la majorité des cépages ont un background génétique très différent de l'un à l'autre. Donc, ça devient très difficile de sortir une règle commune parce qu'ils réagissent à peu près tous différemment. Jérémy, est-ce que tu aurais une partie de réponse, un complément? Ben, non, il faudrait à la limite un tableau pour plusieurs cépages. Et encore une fois, c'est ça, ça va être des critères à atteindre. Ils ne seront jamais atteints à part dans les excellents millésimes. Ils vont peut-être être atteints en même temps. C'est sûr qu'avec un petit peu de connaissances empiriques et d'expérience de vinification, on connaît les différents paramètres quand même à atteindre, paramètres simples, hein, en termes de pH, de teneur en sucre, d'acidité totale. Ensuite, là, si au niveau du potassium, de toute façon, on a toujours généralement des potassiums assez élevés dans les baies et dans les jus. Il y a d'ailleurs un projet là-dessus pour essayer d'en déterminer les causes et les conséquences. Mais par exemple, pour l'azote assimilable, on estime qu'une teneur de 120 à 150 mg par litre d'azote assimilable est une teneur minimale pour qu'une fermentation se passe bien.
Mais encore une fois, ça va dépendre de pas mal de paramètres. C'est sûr que pour un potentiel d'alcool qui serait de 14 à 15% d'alcool, la levure va avoir beaucoup plus de mal à fermenter le sucre et donc elle aura besoin certainement d'un peu plus de teneur de nutriments. Donc encore une fois, tous les paramètres sont plus ou moins reliés aussi aux autres, les uns aux autres. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Jérémy dit. Concernant l'azote assimilable aussi, il faut savoir que ça varie énormément d'un site à l'autre et d'une année à l'autre. Donc, jusqu'ici, ce n'est pas un paramètre de récolte qui est très, disons, maîtrisé au Québec. Il faut voir aussi, je pense que la clé, là, franchement, c'est de tenir, disons, religieusement un registre de vos parcelles. Pour savoir sur le long terme qu'est-ce qui arrive dans vos champs. C'est la clé, en fait. C'est la seule façon d'avoir un recul. Puis après, peut-être 5 ans, ben là, vous allez commencer à savoir qu'est-ce qui se passe un peu mieux. Mais c'est sûr que les premières années, ça ne peut pas être clair là, comme de l'eau de roche. Et puis voilà, on arrive dans la semaine où habituellement on récolte. Je pense que ça prend du recul. Nous, on commence à accumuler des données, mais c'est encore une goutte dans l'océan, ce qu'on a comme données, là, je veux dire, comparativement à ce que l'Europe peut avoir. Là. Donc, on travaille tous là-dessus pour essayer de construire ces données-là, construire en fonction des différents climats qu'on a aussi au Québec, parce que c'est assez différent de l'île d'Orléans jusqu'à la Montérégie, hein, quand même. Fait que il faut vraiment pour vous-même faire vos registres, faire les graphiques qu'il faut, suivre tout ça de façon très rigoureuse pour bien connaître une autre remarque aussi, hein, l'intérêt là-dedans, c'est de déterminer la date de récolte. Le but étant toujours évidemment d'obtenir un raisin à bonne maturité, sain, donc indemne de champignons et autres maladies, et en quantité suffisante pour la pérennité de l'entreprise. On est d'accord qu'aussi, grâce à ces suivis de maturité, si on estime qu'on va arriver à pleine maturité dans une période où Météo Média nous dit que pendant une semaine, on a 90 probabilités d'averse avec 15 mm de pluie par jour. Ces données, ces suivis de maturité-là vont nous dire est-ce que je ne ferais pas mieux de récolter juste avant? Je ne serais peut-être pas à pleine maturité. Mais j'obtiens 90% de maturité sur la plupart de mes critères, mais au moins je ne vais pas récolter en pleine pluie et je vais diluer peut-être de 10% l'ensemble de mes paramètres, que ce soit en sucre, en acidité ou autre, et tout le travail que j'aurais fait va être un petit peu annihilé par une date de récolte qui ne sera pas maîtrisée, puisque en plein orage ou en pleine pluie qui dure depuis 4-5 jours par exemple. Donc, le bon jugement et l'expérience aideront assurément nos vignerons à prendre la bonne décision sur la date optimale de récolte. Bien, sur cette conclusion, je vous remercie. Je pense que les œnologues sont vraiment d'une aide précieuse là-dedans. Les œnologues ont le recul, parce que je pense que ce sont les seuls à faire plusieurs parcelles, plusieurs sites, plusieurs régions. Donc, je pense qu'ils commencent à connaître très bien ce qui arrive dans les champs. Donc, je pense que si vous êtes et puis assurez-vous que votre récolte est bien mûre avant de la récolter plutôt que... On t'entend très mal, Karine, malheureusement. Comment? On t'entendait très mal la dernière phrase. Donc, il est l'heure, il est 13h. Je disais que de ne pas y aller au hasard. Oui, absolument. Simplement. Absolument. Merci, Karine. Merci, Jérémy. Merci également au comité organisateur qui m'a aidé dans l'organisation de cet événement et de même que notre partenaire de l'événement AEF Global. Je vous remercie infiniment de votre participation, de vos questions. Ça a su nourrir les échanges de ce webinaire. Vous avez aimé l'expérience, dites-le nous. On vous envoie un sondage d'ici la fin de la journée aujourd'hui pour savoir comment vous avez trouvé votre expérience de webinaire ce midi.
Et je vous répète, c'est à venir, le guide des bonnes pratiques en viticulture qui s'en vient, il sera sous presse en septembre, de même que notre série de webinaires qui aura lieu à l'hiver 2017. Je vous remercie infiniment. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous rejoindre au CRAAC. Ça me fera plaisir de transférer vos questions auprès de nos 2 conférenciers et ça va nourrir nos discussions au comité Vignes et Vins pour les sujets à venir des prochains webinaires. Je vous remercie et bonne fin de journée à tous et à toutes. Améliorez vos rendements en améliorant vos pratiques culturales. Procurez-vous le guide des bonnes pratiques en viticulture, tome 1, disponible au catalogue du CRAAC à compter d'octobre 2016.